Salut à tous, épisode 36 avec la Lotto Soudal, c'est parti. Alors, on a un petit programme sympathique du début de mois d'avril là à traiter, c'est le tour du Pays Basque qu'on avait un petit peu coché avec Tim Wellens notamment, et tous ces punchers qui vont ensuite l'accompagner du côté des Ardennaises. Donc c'est un petit peu une course à la fois d'échauffement et à la fois c'est un objectif sponsor, hein, donc attention. Et puis ensuite, évidemment, on va traiter le cas Paris-Roubaix, qui est un petit peu le moment où il va falloir être présent pour Wout van Aert, qui sera lui secondé par ses équipiers habituels, les Wallace, etc. Et évidemment, l'immense John Degenkolb, même si on sait que dans le jeu, là maintenant en 2018, il est un petit peu moins immense. Alors c'est parti, on se dirige vers le Pays Basque. Alors le Pays Basque, c'est un tour qui est très intéressant parce qu'il est très accessible à des coureurs pour lesquels, par exemple, d'autres tours ne sont pas forcément très accessibles, type Romandie, Suisse, Dauphiné, Paris-Nice, Tirreno même, en raison de la présence d'étapes de montagne assez sélectives, même si parfois il n'y en a qu'une seule, par exemple sur Tirreno, mais elle fait très mal. En l'occurrence, sur le Tour du Pays Basque, un peu par le plus grand des hasards, je vois que c'est l'édition de 2017 qui s'est mise là automatiquement pour 2020. Ça n'est pas moi. J'avais laissé, et puis en fait le jeu après, de manière aléatoire, va choisir un parcours qui est déjà stocké et il va chercher dans les autres années présentes dans le fichier du jeu. Je vous ai déjà un petit peu montré comment en installer les variants. Alors en fait, ce parcours 2017, il est encore moins sélectif que pouvait l'être celui de 2018. Quelque part, ça ne m'arrange pas vraiment. J'aurais préféré, moi, avoir le parcours de 2018 pour Tim Wellens. Il aurait été encore un petit peu plus adapté. J'avais plus d'occasion de faire la différence. Et puis surtout, on voit que le poids du contre-la-montre de l'étape 6 est immense. Donc, il va falloir vraiment essayer de faire une différence avant, mais je me demande bien à quel endroit, très sincèrement. Donc, tout risque de se jouer sur cette étape 6 d'une part, et aussi, il faut savoir malheureusement que Tim Wellens ayant été blessé à un moment donné dans sa préparation, il y a eu des jours d'entraînement du coup qui ont été comptés que partiellement, et le pauvre Tim Wellens, au lieu d'avoir son déclenchement de pic de forme tel qu'il l'était prévu, c'est-à-dire le 2 avril, devrait l'avoir aux alentours du 10. Ça nous fait un énorme retard qui fait que, de ce fait, il n'aura pas de pic de forme. Alors il aura quand même des petits bonus sûrement. On va voir ça tout de suite. Donc, alors l'étape 1 qu'on a là sous les yeux, ça n'est pas une étape forcément très sélective, puisque finalement elle est essentiellement pour terminer au sprint, hein. Faut pas se raconter des histoires. Elle est vouée à terminer au sprint. Alors ça tombe bien parce que nous on a un Michael Matthews euh, qui est plutôt spécialiste du genre. Je vais essayer de le remonter, peut-être un petit peu trop tard. Il y a le jeune De Martino qui est lui le seul de nos coureurs sous pic de forme pendant ce Tour du Pays Basque. Eh bien, bon, pour cette première étape, on est battu, mais c'est pas très grave. On va essayer de se rattraper un peu plus tard. Michael Matthews fait 7ème, mais voilà, je me suis un peu fait surprendre. Voilà, c'est pas dramatique. On voit la victoire d'un coureur que je ne connaissais pas, Hulgaard. Étonnant. Alors, l'étape 2, on va cocher un petit peu plus là l'arrivée, en essayant de ne pas se faire surprendre. On a un excellent travail, encore une fois, de De Martino, qui est allé chercher 2-3 personnages qui cherchaient à s'échapper. Et puis, on voit que à un petit peu plus d'1 kilomètre de l'arrivée, je vais lancer, mais
il a été un petit peu freiné, et puis en définitive, ben voilà, on fait deuxième, il y a Rojas qui arrache la victoire. Honnêtement, en ayant été freiné, en ayant été pas génial sur ce sprint-là, faire deuxième, déjà, je me dis, ouais, c'est cool. Ça veut dire que franchement, on devrait arriver à en choper une assez prochainement. Donc, Rojas va à la fois prendre l'étape, mais aussi le maillot. Vous allez voir que les Movistar, ils se sont fait un carton plein sur ce tour du Pays Basque. Donc, ensuite, l'étape 3 déjà, et quand on envoie le profil, on est un petit peu plus alléché parce qu'on se dit, ouais, il va y avoir des trucs à faire, ça va être rigolo. Et notamment, il y a de la difficulté, il y a de la bosse. Et ça, moi, ça me donne le sourire. Donc, évidemment, l'ami Wellens est plus que jamais sur le pont. Et puis l'ami Matthews n'est pas en reste. Vous pouvez voir que j'ai décidé ces temps-ci de faire deux blocs différents avec mes coureurs principaux sur les courses. En l'occurrence, quand même, quand il y en aurait un, le plus faible des deux, entre guillemets, qui serait en danger pour se faire peut-être distancer par un groupe peloton, là par contre je lui fais quand même prendre la roue de Wellens en l'occurrence. Hein. Après là, on va tenter une petite attaque. On sait jamais. La petite attaque avant le sommet, là, typique, qui nous a rapporté tellement de victoires, que ce soit avec Tish Benoît ou avec Tim Wellens. Mais non. En fait, non. Elle ne fonctionnera pas. Il va y avoir un regroupement et donc on s'oriente vers quelque chose plutôt sympathique. C'est un sprint. Pourquoi je dis sympathique? Parce que j'ai vraiment l'impression que nous avons là le meilleur sprinter de ce groupe de 35 coureurs en la personne de Wes Matthews, pardon, c'est là, il joue pas à Dallas, c'est de Michael Matthews, voilà autant pour moi. Donc, voilà, ça va être le moment de lancer. On est sous la flamme rouge, badaboum. Voilà, victoire autoritaire pour Michael Matthews, donc ça va, c'est déjà une première satisfaction. Je vous rappelle que Matthews, il est en train de préparer son Giro. Hein. Il est à une trentaine environ de points de préparation. Je veux dire. On est loin de son pic de forme qui est prévu dans un mois, mais hors pic de forme, il arrive à choper des étapes. Je trouve ça assez intéressant. C'est vraiment de l'or en barre, Matthews. Euh, je pense que c'est un coureur que je ne suis pas prêt de laisser quitter l'équipe euh, parce qu'il est vraiment phénoménal. À part s'il me demande 150 000, on verra en temps et en heure. Donc, malheureusement, sur le final de l'étape 4, je n'ai plus personne pour aider Tim Wellens parce que Hirschi et puis avant lui Van Endert, etc. ont capitulé. Ce qui fait que tant pis, on va sacrifier Matthews. Pourquoi? Parce qu'en fait, celui qui est le plus à même de, de remporter ce Tour du Pays Basque, c'est Tim Wellens. Parce qu'il a des notes en contre-la-montre, ainsi qu'en montagne. Oui, je sais, ça paraît bizarre, mais la montagne va être prise en compte dans le contre-la-montre final. Donc ça, il faut le savoir. Il a des notes globales qui lui permettront davantage de pouvoir performer à l'étape 6. Donc s'il y en a un à choisir pour sinon la victoire dans le Tour du Pays Basque, mais au moins un classement le plus honorable possible, c'est Tim Wellens. Donc voilà, quand il y a un choix à faire, on est, on est quand même obligé de dire à Matthews, ok mon garçon, gare-toi. Voilà. On va donc arriver à une toute petite vingtaine de coureurs. On va arriver en bas d'une mini difficulté. Je vous avoue qu'elle m'a fait cogiter celle-là. Je me suis demandé si je tenterais pas quelque chose, et puis finalement je me suis dit, c'est peut-être pas assez long. Tout le monde va rouler sur Wellens, et ensuite sur le replat, je vais me faire reprendre. Et donc finalement, au lieu d'avoir une chance de gagner l'étape, j'aurai une chance de rien du tout.
Donc je décide d'attendre, de prendre la roue de Julian Alaphilippe, qui est traditionnellement très fort autour du Pays Basque. C'est toujours une roue très intéressante. Il y a lui, il y a son collègue Bob Jungels aussi. Hein. Puis à un moment donné, il faut lancer. Hein. Voilà. Il faut essayer de lancer. On reprend quelques types qui avaient essayé de se faire la belle. Et hop là, boum. Allez, ça c'est sympa. Victoire d'étape pour l'étape 4 pour Tim Wellens. Alors attention, il y a un détail super important. C'est pour ça que je vous ai pas montré de classement depuis le départ. C'est qu'il n'y a pas la notion de bonification. Ça, c'est super important. Il n'y a pas de bonif. Ce qui veut dire que vous gagnez l'étape. Voilà, donc on va l'apercevoir dans un instant. Voilà. Bah, là, en l'occurrence, c'est Kwiatkowski qui récupère le maillot de leader. Il doit être aux places que ça se passe. Alors ensuite, on est du côté de l'étape 5. Alors, l'étape 5, s'il y en a une qui peut éventuellement offrir l'opportunité de gagner du temps, c'est bien celle-là. Alors, Michael Matthews étant distancé de près de 3 minutes au classement général, je suppose, sans me tromper, qu'il aura le droit de partir en échappée, il n'y a pas de problème. Je le fais partir pour 2 raisons. Déjà, la première, c'est que on ne sait jamais. Avoir un appui à l'avant, ça peut toujours s'avérer précieux. Et puis, accessoirement, il y a des points à glaner pour le maillot que vous voyez qu'il a sur le dos, là, le maillot du classement par points. Et puis, ce serait plutôt sympathique de garder ce maillot, si possible en tout cas. Donc, bon, on voit que finalement, dès la deuxième ascension, Enric Mas et David Formolo sont bien trop forts. Bon, on a fait décramponner Matthews après qu'il ait quand même pris des petits points de bonus de la troisième, des petits points du maillot de classement par points au deuxième sprint intermédiaire. Et puis après, je fais rouler Tim Wellens. Puis finalement, j'avais gardé Hirschi dans la roue au cas où, mais il va pas encore nous être d'une énorme utilité. Alors, vous voyez, des fois, il y en a un qui se refait la cerise, je le remets en protection, et puis il y a un moment qui arrive où il n'y a plus personne entre Van Endert et Hirschi qui ont de l'énergie, donc voilà, bah, c'est le moment où Tim Wellens va peut-être essayer de partir. En plus, on est juste avant le sommet. On peut peut-être tenter quelque chose. On peut peut-être le tenter. Après tout, il y a toujours de l'espoir avec Tim Wellens, mais assez rapidement, oui, je me rends compte que non, ça va pas être possible. Ça roule trop derrière nous. Donc, autant se calmer et avoir toutes nos chances de récupérer de la barre, notamment de la barre jaune, avant la dernière ascension. Vous avez vu, c'est amusant. Petit détail, l'environnement global a une ressemblance relativement forte avec quelque chose qu'on a beaucoup vu ces derniers temps, c'est Il Muro di Sormano. C'était sur la séquence précédente que ça ressemblait, je trouvais, il y avait vraiment quelque chose de commun, avec ces pentes assez importantes. Bon, on n'est pas sur du 20% ici, hein. On est sur, voilà, vous voyez là, 11, 12, bon, c'est pas non plus du 20%, mais s'il y en a un qui a l'air bien en canne, c'est Bob Jungels. Et j'ai des regrets énormes de ne pas avoir réussi à saisir sa roue. Ça ne s'est pas joué à grand chose. Si nous avions saisi sa roue, je pense que l'étape, on aurait pu se la faire. Et ça aurait été d'autant plus précieux que à l'arrivée, on ne termine pas dans le top 3, à pas grand chose près. Et c'est dommage, c'était la seule étape pour laquelle il y avait une bonification de temps pour les 3 premiers. Vous allez voir que voilà. Du coup, nous, on est 5e au soir de l'étape 5, on est 5e 20 secondes. Bon, mais c'est peut-être des secondes qui vont s'avérer hyper précieuses par la suite. Voilà, bah écoutez, c'est comme ça. Alors,
passons à l'étape 6. Il est super joli ce contre-la-montre. Quand on réfléchit, la première partie, donc très pentue, hein, là on voit Hirschi. Je vous ai sélectionné Hirschi parce qu'il a fait un très bon contre-la-montre et qui sait si un jour prochain il ne pourrait pas nous jouer un rôle dans des petits tours comme ça. Enfin petits, hein, des tours d'une semaine, je veux dire par là. Hein, c'est pas un petit tour, le tour du Pays Basque. Voilà. Alors maintenant on passe aux choses sérieuses. On a 20 secondes de retard sur Youngles, mais il y a des dangers immédiats. Hein, il y a des dangers. Le maillot que vous voyez sur les épaules de Wellens, c'est tout simplement parce qu'il sera meilleur grimpeur de ce Tour du Pays Basque. Voilà, il a gagné ce maillot-là. Et Matthews a gagné le maillot du classement par points. C'est toujours sympa, on revient pas à bredouille. Oui, il y a des gens qui sont meilleurs que Wellens, mais ce qui est clair, c'est que de la façon dont je l'ai fait partir, eh bien, je me suis finalement donné les raisons d'espérer sur la fin. Vous allez voir que le temps ne va pas être ridicule du tout, parce que sur ce faux plat, je pense qu'il a dû gagner pas mal de temps. Vous voyez, à l'arrivée, 4e. Bon, c'est pas fini, mais il est 4e. Alors que Solaire a été énorme. Et même Guggenhardt, là, il fait un super temps. Bon, celui qui va tout éclater, c'est Quintana, voilà. Mais bon, Wellens, avec son temps, ben, il est pas mal du tout. Par contre, Youngles a un peu craqué. Il a un peu craqué, donc au final, victoire d'étape pour Solaire. Vraiment très fort, Solaire. Hein. Et victoire finale pour Quintana. Et nous, c'est dommage, Wellens à 3 secondes près, 6e, alors qu'on nous avait demandé, le sponsor avait demandé un top 5. Voilà. Bon. Du coup, on est un peu en dessous, c'est dommage. Voilà, donc on a ce petit... il va falloir vraiment que je mette un A à Henrik Mas, hein, je suis désolé, vraiment. Donc Matthews, voilà. On va donc pouvoir se diriger tout doucement vers Paris-Roubaix. Je ne vais pas évoquer spécialement le ciel de Tour Flanderen, parce que ça me paraît pas très très important cette année de le faire. Pour information, Degenkolb a été 3e, voilà, battu notamment par Gaviria, ce qui est assez logique de se faire battre par Gaviria sur un terrain où les pavés n'auront pas du tout été suffisamment présents pour être sélectifs. Quelques jours plus tard, on est donc à Paris-Roubaix. Alors, la hiérarchie est très très clairement établie, mais je vais tout de même faire 2 blocs, là encore, pour que, éventuellement, la chute de l'un n'implique pas nécessairement la chute de l'autre. On sait que sur Paris-Roubaix, il peut y avoir pas mal de soucis, aussi des crevaisons. On est très très loin de l'arrivée, on est encore à 120 km de l'arrivée, donc on est juste sur une guerre de positionnement, mais légère, quoi. Hein. Il n'y a pas encore de gros soucis. Donc voilà, vous pouvez voir, j'ai mis 2 mecs avec Degenkolb, 2 mecs avec Van Aert. Et puis en fait, ce qui va se passer, voilà, c'est qu'on a une chute. Alors pour le coup, on peut pas m'accuser d'avoir fait un seul bloc et un petit train, hein, parce que là, ils se sont tous vautrés, mais je dirais les 2 groupes indépendamment l'un de l'autre. Fort heureusement, tout le monde va se relever. Et maintenant, il faut penser à réintégrer le groupe qui est à l'avant, ce qui n'est pas forcément difficile à ce stade de la course. Mais par contre, ça a tout de même un petit impact, c'est que forcément, il y a une perte d'énergie liée à l'effort qui est fait pour rentrer, quoi. Même si normalement les coéquipiers protègent, mais c'est pas optimal. Voilà, c'est pas une manière optimale de commencer le Paris-Roubaix. Alors, on voit que donc la forme du jour de Wout van Aert
est plutôt satisfaisante, à +3. Celle de Degenkolb est à +2. Honnêtement, je ne ferme la porte à rien du tout, hein, comme type de scénario. Je suis totalement ouvert à la façon dont ça va se proposer. Pour jouer cette course, j'ai été très très vigilant en essayant d'être vraiment appliqué par rapport au secteur pavé, et Dieu sait s'ils sont nombreux, hormis les 3, 4, 5 premiers où justement on a vu une chute, mais je n'ai pas été aux avant-postes nécessairement, on est très très loin de l'arrivée. En revanche, à partir à partir de la trouée d'Arambert, grosso modo, vigilance pour bien être toujours à l'avant dans les secteurs pavés afin d'éviter la moindre cassure. N'ayons pas à boucher des trous, la course est suffisamment difficile par elle-même et nos adversaires sont suffisamment malins, surtout pour les 2 ou 3 meilleurs d'entre eux, sans qu'on se rajoute des bâtons dans les roues. Donc on a encore nos équipiers à ce stade, je dirais que tout va pour le mieux, même si, regardez en haut à gauche, les seuls à qui il reste vraiment, ou à qui il reste de la barre jaune, c'est Van Aert et John Degenkolb, hein, donc forcément, bon, on a compris, hein, il y a un moment donné où il va falloir faire un choix. Alors, j'ai essayé de prolonger, entre guillemets, l'efficacité des équipiers le plus longtemps possible, en accélérant pas trop, en étant un petit peu à l'économie. Vous avez vu comme le groupe de tête se réduit. C'est assez dingue. De séquence en séquence, il y a des coureurs qui se perdent et voilà, ça écrème, ça écrème. Ça n'arrête pas d'écrémer. Et donc, de fil en aiguille, il va falloir faire un choix. Et on va demander à Degenkolb de faire l'effort par rapport à Wout van Aert, une fois que De Bussere et Wallace auront cédé. Donc, c'est ce qui va se produire. On a la chance d'avoir un bon Degenkolb. En plus, Paris-Roubaix, c'est un terrain qui est vraiment extraordinaire pour lui. Ça m'aurait beaucoup plu, petite parenthèse, ça m'aurait beaucoup plu de pouvoir le lui faire regagner à John Degenkolb, parce que c'est notamment sur ce terrain-là que j'ai adoré le coureur. Voilà, 3 petits points. Voilà, on a tous nos petits souvenirs de vélo. Et parmi mes plus beaux souvenirs, il y a notamment une victoire de Degenkolb, où il était vraiment le plus fort possible ce jour-là pour arriver à Roubaix comme un costaud. Parenthèse refermée, vous avez vu, je le fais beaucoup travailler. Wout van Aert est calé dans la roue. L'idée, c'est d'essayer de réduire encore ce groupe. J'aimerais arriver à isoler Peter Sagan. Bon, déjà au niveau équipier, l'isolement a déjà eu lieu, mais j'aimerais n'avoir entre guillemets que un seul homme super dangereux à surveiller. On sait qu'il y a toujours Greg Van Avermaet qui traîne dans les parages, et d'ailleurs souvent derrière chaque victoire de Van Avermaet, il y a un petit suçage de roue de Peter Sagan. Ouais, pas à chaque fois, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais j'ai trouvé ça plus d'une fois un peu dégoûtant en fait. Voilà. Un peu dégoûtant la façon dont le travail de Sagan a été exploité par certains, et je comprends 1000 fois quand il décide d'arrêter de travailler dans certaines situations pour ramener certains concurrents, parce que finalement il y en a marre, quoi. Ces mecs-là se bougent pas pour lui dans d'autres situations parce qu'ils ont trop peur, il a la pancarte, voilà, bref. On a vu que Degenkolb a tiré sa révérence après un très très beau travail. Et alors voilà, si vous voyez une attaque de Terpstra là à ce stade de la course, personnellement elle me fait surtout pas peur, hein. Je sais qu'on va le récupérer très très facilement. En fait, c'est très difficile de partir tout seul là à Paris-Roubaix, sauf évidemment quand on s'appelle Peter Sagan. Mais pour tous les autres, c'est quasiment la mission impossible. Alors vous voyez,
Là, j'attaque dans les pavés. Il n'y a pas la... C'est très bien d'ailleurs, je trouve que depuis le 2018, il n'y a pas la cinématique d'attaque, ou le 2017, je sais plus exactement. Il n'y a plus la cinématique d'attaque qu'on peut avoir en montagne ou dans une côte sur pavé. Vous attaquez, mais avec le cul sur la chaise, sur la selle. Et donc, après mon attaque, évidemment, il y a une contre-attaque de l'IA, mais fort heureusement, on a réussi à prendre la roue de celui qui ne fait aucun effort à part suivre sur cette course-là, c'est Greg Van Avermaet. Donc, très bien, on est calé. Par contre, on n'est pas bien placé en cas de départ de Sagan, parce qu'on voit que qui est-ce qui travaille. Ben voilà d'ailleurs, hop, boum, il en fait péter une, et ni Stuyven, ni Van Mark, ni évidemment Van Avermaet ne vont travailler pour revenir, à tel point que même on est en train de s'endormir. Moi, je suis désolé, j'ai été obligé de récupérer de la barre rouge, pour ensuite espérer récupérer un petit peu de bande jaune, mais personne ne veut rouler. Voilà. Du coup, Sagan prend rapidement une minute, et on peut quasiment tous dire au revoir à la victoire, sur cette séquence-là, qui se joue sur quand même pas grand-chose en définitive. Et donc, je travaille. Voilà, je fais travailler Van Aert. Puis après, heureusement, il y a quand même Van Mark, coureur que j'aime beaucoup au demeurant, Van Mark. Euh, et Stuyven aussi, qui accepte de prendre des relais. Donc bon, enfin, il est quand même temps. Van Avermaet n'a jamais pris de relais. Je l'ai vraiment en travers. Vous allez voir pourquoi je l'ai un petit peu en travers. Là, voilà, il fait semblant d'en prendre un, mais en fait, c'est un relais qui nous fait presque pas gagner de temps sur Sagan, donc c'est un faux relais, quoi. Alors, on voit que Stuyven s'excite, ça c'est par contre un petit peu pauvre tactiquement. Évidemment, il y a un contre devant la Wehrmacht, alors on ne sait pas s'il est bloqué ou s'il n'a plus... Non, il n'a plus d'énergie, on le voit à sa cadence de pédalage. Dès lors, en évaluant ce qui me reste de barre, je me dis, écoute, on va tenter tout de même, on sait jamais, sur un malentendu total. Et on voyait, regardez, Sagan qui commence à lever les bras et hop, il les baisse. Parce qu'en fait, on était vraiment à deux doigts d'arriver à le reprendre. Voilà. Donc, la morale de l'histoire, c'est que j'ai un moral beaucoup plus grand en terminant ce Paris-Roubaix deuxième et en étant finalement pas à des années-lumière de le gagner. Euh, j'ai un moral beaucoup plus grand que en sortant par exemple de Gand Wevelgem où vous avez tous compris, alors qu'on voit des Gunkolb qui quand même arrivent à arracher un top 10 alors que tout le monde est mort, quoi. Enfin, il y a vraiment eu un écrémage mais massif, hein. Beaucoup plus le moral en sortant d'une deuxième place là à Paris-Roubaix que en sortant de la deuxième place à Gand Wevelgem, parce que c'est quand même pas la même histoire. Voilà, là au moins de toute façon on a fait tout ce qu'on a pu. Et puis cette attaque, comment vous voulez la contrer? Comment vous voulez contrer cette attaque-là? Surtout quand vous êtes avec des gens qui se laissent aller, puisque regardez, il y a même Lampart, non, Terpstra ou Lampart, je sais plus lequel des deux, Terpstra, qui arrive à revenir, Boasson-Hagen également, alors qu'ils sont morts. Donc ça veut bien dire que ça s'arrête, quoi. Et moi, il y avait bien un moment où j'avais besoin de faire récupérer Wout van Aert. Alors il y aurait eu éventuellement une solution. Alors que là, on voit qu'après, de nouveau, j'ai l'énergie pour pouvoir attaquer et distancer les deux usurpateurs, Terpstra et Boasson-Hagen, qui n'ont pas, qui ne méritent pas de terminer top 5 alors qu'ils s'étaient fait décramponner de ce groupe à l'avant. J'ai peut-être une idée par rapport à ce qui aurait pu être mieux fait. Ça aurait été, mais c'est à double tranchant, de, de m'arranger pour arrêter d'attaquer avec encore un reliquat de barres rouges et jaunes. Donc en gros, ne pas attaquer trop. Bon, ça restera une interrogation. Je promets de tester ça à travers d'autres parties sur la prochaine fois que je participe à Paris-Roubaix. Alors, Van Aert et Degenkolb, leur première partie de saison est terminée. On peut voir qu'à gauche, le bilan de Van Aert est quand même très honorable.
Et celui de John Degenkolb, ben, je vous avoue que je craignais un petit peu ça, hein. Je craignais un petit peu, et oui, on a ce que je craignais, c'est-à-dire un coureur qui est un petit peu sur la fin. Voilà, j'espère quand même qu'on arrivera à lui offrir quelque chose, encore même cette saison, hein, voilà. Donc sur les classiques, oui, je voulais déjà afficher un premier bilan. Ça a bien démarré, et puis ensuite, ben, on a été un petit peu dans le dur. Ça reste quand même des places honorables, mais on reste un petit peu dans le dur. Donc, ben, écoutez, on va pas s'affoler. On va aller disputer les Ardennaises. On va se préparer très très sérieusement. Il y a des stages là qui ont lieu actuellement pour ce Giro qu'on attend avec grande impatience. Puis voilà, je vous dis à très très bientôt pour la suite des aventures. Et cette fois-ci, Wellens ne se contentera pas, je l'espère, d'une place d'un accès-site, mais plutôt du podium et de préférence la plus haute marche. À très vite, bye bye. End of a power would be, you never know. And it's where to position yourself on this track as well as Stibor takes it up at the front now. Lompard is off at the back. Lompard's not going to take part, and here goes Degenkolb around the banking. It's Degenkolb and Stibor as Van Avermaet takes off behind as well. Elmiger can't do it. He's stuck.